Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV pour une émission consacrée aujourd'hui à la vente en ligne de voitures. Beaucoup de constructeurs commencent à l'afficher comme un objectif, donnent parfois même une date pour un passage dans quelques années à du 100% en ligne. On l'a vu, certaines choses se sont accélérées avec la crise sanitaire, mais évidemment, il n'est pas question pour l'instant de se passer du réseau de concessionnaires. Donc on va voir concrètement comment c'est en train d'évoluer côté constructeur, côté concessionnaire, pour voir les différents points de vue. On va en parler avec nos invités. Arnaud Aimé, bonjour, du cabinet SIA Partners. Merci d'être avec nous. Face à vous, Olivier Andrieux. Merci Olivier d'être là, directeur des ventes de Jaguar Land Rover. Donc ce sera évidemment le point de vue constructeur avec vous et le point de vue concession avec Christophe Morel qui est en visio depuis le sud de la France avec nous. Merci Christophe, un habitué de Mobility. Merci à vous d'être là. Et donc on verra le point de vue, effectivement, comment tout cela évolue du côté des concessions. Peut-être pour un peu de contexte, Arnaud Aimé, au sein du cabinet SIA Partners, vous avez notamment fait une étude sur ce sujet du e-commerce dans l'automobile. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que clairement la crise sanitaire a fait évoluer de fait certains comportements. Les constructeurs ont dû aussi trouver des solutions. Oui, c'est même plus les constructeurs qui ont dû trouver, qui ont accéléré la recherche de solutions que le comportement des consommateurs qui a changé. Ouais. Le comportement des consommateurs, il n'a finalement pas tant changé que ça à date. En tout cas, parce que certes, ils ont été privés de concessions au premier confinement en 2020, mais beaucoup ont reporté leurs achats. D'ailleurs, ça s'est vu dans les volumes. Oui, dans la foulée. Ouais. Et se sont plutôt rués. Je parle sous le contrôle du constructeur et du représentant de concession, se sont plutôt rués vers les concessions à la fin du confinement et des restrictions de déplacement. Ouais. Par contre, côté constructeur, ça a accéléré des mouvements qui avaient déjà lieu. Pour aller plus loin dans le e-business en général, je parle de e-business parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre, ouais, d'avoir une relation client digitale avec les clients et d'aller plus vers du 100% en ligne. Typiquement sur les constructeurs français, un ex-PSA, Stellantis maintenant, voilà, avait mis en œuvre du full, la vente complètement en ligne. En intégrant même le financement, c'était une en intégrant les solutions de financement dès le printemps 2020. Alors suivant ça, le leader qui est Tesla, qui n'a pas de concession. Oui. Voilà, il y a Renault et Dacia qui s'y sont lancés il y a quelques mois, en février aussi. Donc ça a accéléré surtout les projets du côté des constructeurs. Oui, c'est ça. Bah, justement, on va voir de manière concrète pour vous chez Jaguar Land Rover, où est-ce qu'on en est concrètement la part de démarches en ligne facile à faire, qu'on peut faire même si on est confiné, et puis qu'est-ce qui reste encore forcément en concession? Oui, ben, je rejoins le point qui a été abordé, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé au premier confinement face à une recherche de solutions pour continuer à avoir un petit peu d'activité avec nos concessionnaires. Donc on a démarré d'abord la mise en place avec notre configurateur d'une plateforme de proposition des véhicules en stock du réseau, ouais, donc on appelle le store, alors qu'on a pour le véhicule neuf et qu'on a aussi pour le véhicule d'occasion. Ouais. Et puis, on a aussi, en deuxième partie d'année, l'année dernière, lancé une plateforme de réservation, de prise de rendez-vous en ligne pour la prévente. Donc ça, c'était vraiment le démarrage de ce projet. Le but étant, évidemment, de se dire qu'on va continuer à investir dans ces systèmes pour faciliter la vie du client, mais en tout cas, chez Jaguar Land Rover, tout en conservant le flux vers un réseau de concessionnaires pour la vente ou la prévente, puisque nos marques sont associées à un niveau de service, et qui dit service dit produit, mais dit aussi humain, compétent pour le traiter. Bon, on y reviendra avec vous. Je vais poser une question également à Christophe Morel, pour donc le président de la branche du métier concessionnaire au CNPA. Christophe Morel, est-ce qu'il y a malgré tout une inquiétude de cette mise en place de démarches de plus en plus en ligne, ou est-ce que c'est en train de se faire de manière logique et que les concessions, elles aussi, s'adaptent et accompagnent ce mouvement? Est-ce que il n'y a pas une crainte à terme de se dire les modèles Tesla, c'est quand même pas l'idéal pour les concessions? Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre plateau. Écoutez, pas de stress, de la concentration, je dirais, de l'application et des investissements à venir. Je voudrais qu'on puisse revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'en fait, ça a été un laboratoire à taille réelle pour les réseaux de distributeurs et de réparateurs agréés. Je veux dire par là que
on s'est aperçu pendant les 3 confinements que nous avons vécus successifs, avec des règles du jeu qui ont évolué au fil du temps. Le premier qui était totalement fermé, le deuxième click and collect, et le troisième où on peut vendre des voitures finalement sur rendez-vous. On s'est aperçu en fait que on avait des métiers résilients et des métiers qui étaient KO. Les métiers résilients pour nous ont été, pendant les périodes de confinement, c'est-à-dire où on ne pouvait pas avoir de contact physique avec les clients, ont été la vente de véhicules neufs à professionnels, où on a pu travailler à distance avec nos clients. Le deuxième métier résilient a été plutôt l'après-vente, qui, même contraint pendant les périodes de confinement, s'est révélé être un métier essentiel, donc finalement ouvert au public et absolument indispensable aux citoyens, en tout cas défini en tant que tel par nos dirigeants. La pièce de rechange également très résiliente, puisque on a dû entretenir quand même du parc, même quand il roulait peu. Et 2 métiers vraiment sur lesquels nous étions, je dis KO, le terme est un peu fort, mais je dirais où on avait peu d'outils finalement pour aller chercher les clients, c'est la vente de véhicules d'occasion à particuliers et la vente de voitures neuves à particuliers. Sur ces secteurs-là, on s'est aperçu que le contact physique, avoir affaire à un expert, plutôt physique ou au moins un contact digital et après une conclusion physique. En tout cas, les citoyens en 2020 et les automobilistes voulaient avoir affaire ou faisaient affaire quand ils avaient renoué le contact, quand les showrooms ont réouvert. Donc, en fait, et malgré toutes les initiatives digitales qu'on a pu mener, et il y en a eu chez des constructeurs automobiles. Certains l'ont fait avec, je dirais, un peu, à côté des réseaux, hein, pour pas dire plus. Et d'autres qui l'ont fait avec les réseaux. Ça s'est avéré être la vente, en tout cas, réserver un véhicule sur Internet ou acheter sa voiture directement sur Internet, des affaires à la marge. Donc, finalement, à ce stade, aujourd'hui, on s'aperçoit que la vente de véhicules à des particuliers fonctionne, en tout cas entre un professionnel et un particulier, que quand les showrooms restent ouverts plutôt que quand ils sont fermés. Là, je fais juste un constat précis. Ensuite, nous, ce qu'on a vu apparaître pendant cette période-là, on a observé, c'est l'apparition de pure players qui sont venus découper en fait l'acte d'achat du client. Donc on a vu apparaître des pure players de la reprise, hein. Bon, je ne citerai pas, mais des gens qui ont mis des moyens, enfin des sociétés qui ont mis des moyens pour pouvoir trouver du sourcing, des pure players de la vente, hein, on en a vu beaucoup qui ont communiqué, et des pure players de la livraison même, c'est-à-dire vous achetez un véhicule, on vous livre la voiture, etc. Donc apparition d'acteurs qui, dans un contexte confiné, ont déployé leur stratégie. Enfin, on a vu également apparaître sur l'aspect digital, c'est pour ça que j'ai dit qu'on le craint. On est toujours sur nos gardes quand on fait du commerce et quand on est entrepreneur, c'est que quand il ne se passe rien, un danger apparaît, et quand on a l'impression que tout est calme, une tempête arrive, et puis quand c'est la tempête, on sait que le calme arrivera bientôt. Donc on a vu également des initiatives de distributeurs, de groupes de distribution, enfin des concessionnaires en fait, mais très très organisés, mais également des PME régionales qui ont développé des offres, des plateformes digitales de vente de véhicules d'occasion. Alors, je ne les citerai pas, mais de nombreuses initiatives ont été faites justement pour bouger les lignes et je dirais qu'on a pu observer des distributeurs qui avaient véritablement pris leur destin en main sur la vente notamment de véhicules d'occasion. Et je crois qu'on n'est qu'au début du processus et qu'on a des groupes de distribution, quelles que soient les marques, multimarques, etc., qui ont véritablement repris la main sur leur avenir, sur la vente de véhicules d'occasion. Au final, quand même, je voulais vous donner une statistique, c'est que... Oui. Juste pour parler de véhicules d'occasion justement avec nos invités aussi en studio, c'est aussi quelque chose qu'on a vu arriver. Alors pareil, c'est pas que la crise sanitaire qui a fait ça, Arnaud Aimé, mais des acteurs comme Cdiscount ou voilà, la vente de véhicules d'occasion ou évidemment chaque constructeur, c'est aussi un enjeu, on le sent, et que garantir, rassurer pour vendre du VO en ligne, c'est aussi un enjeu pour les constructeurs.
Oui, effectivement, il faut avoir une certaine légitimité, crédibilité pour rassurer les clients sur l'achat de véhicules d'occasion. Quelques remarques alors, par rapport à ce que disait Christophe. On constate qu'il y a encore à peu près on évalue qu'il y a à peu près encore 20% des concessions qui n'ont même pas de site web. Ouais. Donc voilà, les distributeurs évoluent et se sophistiquent là-dessus, mais on n'est pas encore à l'état de l'art. Ensuite, il y a de nouveaux acteurs qui se positionnent sur la distribution. Ça commence plutôt en ligne par le véhicule d'occasion, parce que le véhicule d'occasion, il a un avantage, c'est qu'il est en stock par définition. C'est ça. Et c'est sensiblement plus facile de vendre en ligne des véhicules qu'on a en stock que des véhicules qui ne sont pas encore fabriqués. A fortiori, des véhicules, j'imagine que c'est le cas chez Jaguar Land Rover, qui sont fabriqués à façon et qui sont très personnalisés. Donc le véhicule d'occasion est un marché plus simple à adresser par les nouveaux acteurs. Alors oui, Olivier Andrieux, vous l'avez évoqué, le VO notamment, c'est aussi clairement un enjeu sur l'aspect vente en ligne, comment on rassure, se dire, voilà, on vous donne toutes les garanties que cette voiture d'occasion chez Jaguar Land Rover sera fiable, voilà, être rassuré. Alors, le véhicule d'occasion, de toute manière, c'est un des vecteurs de croissance et de rentabilité pour le réseau. Donc, on est obligé de travailler ce sujet-là avec beaucoup d'attention. C'est un marché qui a très bien résisté l'année dernière par rapport au marché VN, qui, lui, évidemment, à cause du confinement, s'est un peu effondré. Donc, on y travaille. Le digital, pour nous, c'est un des moyens de favoriser ce commerce. Là encore, la stratégie est la même pour Jaguar Land Rover. On met en place une plateforme et c'est le réseau qui met en ligne les véhicules de son choix, au tarif de son choix. Ce qu'on souhaite juste, nous, c'est travailler avec nos représentants sur notre label et sur le respect de ce label qui est une garantie de sérieux pour les clients qui vont acheter. Ouais. Mais la digitalisation est un des moyens, mais pas le seul. Et en tout cas, on n'est pas encore aujourd'hui, nous, sur une stratégie de vente en ligne, mais de proposition pour créer des intentions d'achat qui derrière se passe chez le distributeur ou le réparateur. Oui, c'est ça. C'est que pour l'instant, on est plus sur la démarche où je vais me faire mon avis sur le modèle, tous les détails, toutes les options. Je vais regarder. J'ai les possibilités de presque m'éviter la visite en concession où en tout cas la première visite quand je ne sais pas trop ce que je veux, je peux quasiment la faire chez moi, ça ok, mais après il faut quand même finaliser, venir sur place. Voilà, tout à fait. On est sur une stratégie de génération de leads à destination du réseau pour lui faciliter le travail, faire derrière un rappel client. Donc on est derrière sur des process très important évidemment et suivi par nous sur le traitement du lead par notre réseau, mais sur le VN comme sur le VO. Mais pour autant, c'est bien le distributeur qui va faire le commerce et l'acte de commerce avec le client. Ouais. Et Christophe Moret, je me tourne à nouveau vers vous sur cet aspect-là. Vous l'avez un petit peu évoqué. Au final, c'était pas grand-chose la vente en ligne ou ce qu'on peut mettre en place pour du 100% en ligne, ça reste encore très minoritaire. Écoutez, juste pour répondre au commentaire qui a été fait tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est que les réseaux tels que les réseaux de concessionnaires aujourd'hui, qui sont des réseaux physiques à proximité, qui vont loin de la capillarité et non donc du contact avec les clients, 90% du business se fait avec les clients qui vivent à moins d'1 heure du point de vente. Donc en fait, en ligne, pas toujours. C'est ça. Voilà, donc en fait, on a dans l'ADN du dispositif de service aux clients, le business se fait vraiment, c'est du retail, c'est vraiment du retail, c'est de la vente à proximité. Et je dis bien encore aujourd'hui, 90% des affaires, elles se font avec des clients qui demeurent, qui habitent à moins d'1 heure du point de vente. Ce pourquoi on existe. Pour revenir donc aux initiatives digitales, vous n'êtes pas sans savoir que les réseaux se sont largement réformés, qu'il y a eu des effets de concentration énormes sur les 10 dernières années et que effectivement, à la marge, il peut y avoir des opérateurs, des concessionnaires dits de taille, de petite taille, qui, forts de ces 90% de ventes, se passent de dispositifs digitaux lourds ou qui leur coûteraient trop cher par rapport effectivement à l'apport d'affaires que ça peut amener. Il ne s'agit pas de faire un site digital pour faire un site digital. Par contre, les plus organisés, c'est-à-dire ceux qui... là on parle donc de concessionnaires qui ont des tailles qui se rapprochent de taille d'agents. Dire bon, commerce local me suffit.
Par contre, ceux qui ont une approche macro, c'est-à-dire des groupes de distribution, on le trouve sur les groupes de distribution qui font des chiffres d'affaires supérieurs à, on va dire, plus généralement au-delà de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, hop, eh ceux-là ont une notoriété départementale, régionale, quelquefois nationale, et eux déploient des plateformes digitales ou des places de marché digitales à leur nom, je dirais à la taille de leurs affaires. Et ça pullule. C'est vraiment, on voit une accélération très forte de l'offre des opérateurs et plutôt avec des bons résultats. Quand je dis bons résultats, c'est qu'en fait, ils ont des transformations de leads plus élevées que celles qu'ils ont avec Le Bon Coin, par exemple. Vous voyez ? Avec Le Bon Coin, je vois des statistiques qu'on nous remonte, nous, au métier concessionnaire, c'est que le taux de transformation des leads sur Le Bon Coin, c'est aux alentours entre 10 et 15%. Quand c'est le site digital maison, eh bien, on est quasiment à 20%. Donc, on a beaucoup plus d'efficience, effectivement, quand on connaît la qualité de celui qui vend. Voilà. Donc, et aujourd'hui, s'il y a une question, vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous avez une crainte? Aujourd'hui, le plus gros concurrent des concessionnaires sur le marché, c'est le particulier. C'est le particulier. On est inquiet de voir que 64% des clients, sur le premier trimestre, qui ont acheté un véhicule, des acheteurs de véhicules d'occasion, l'ont acheté à un autre particulier. Le phénomène s'est accéléré. Et tout ça dans un contexte de verdissement du parc, donc c'est juste l'opposé de ce qu'il faudrait. On voudrait un marché VN qui soit, je dirais, très dynamique avec l'exploitation de tous les moyens que met le gouvernement à disposition pour acheter des véhicules plus vertueux. Également avoir peut-être utilisé la PAC pour pouvoir, la prime à la conversion, pour pouvoir transformer le parc. Or, c'est l'inverse qui se passe. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que nous, on voit, c'est que le particulier, le business, les ventes de particulier à particulier, c'est l'Eldorado du début 2020. C'est très intéressant à 2021. Très intéressant à noter, effectivement. Ouais. Et peut-être Arnaud Aimé, sur un petit peu dans la continuité de ce constat, il n'y a pas encore de constructeur qui, comme Tesla, va se passer de concessions. Même évidemment PSA, Stellantis qui propose le financement en ligne et Renault maintenant. On ne se passe pas de concessions. Même Volvo, qui l'a annoncé pour 2030, le 100% en ligne, malgré tout, ils disent quand même, oui, mais attendez, on va trouver un modus operandi, on ne s'en passe pas encore. Et ce n'est pas l'idée. Alors, je ne me souviens pas qu'ils aient dit le mot « pas encore ». Non, ils n'ont pas dit « pas encore ». Non, ça c'est sûr. Mais, une concession, c'est quoi? C'est un endroit où on vend. C'est aussi un endroit où on fait du service après-vente. Donc, ce dont les clients ont besoin, en tout cas aujourd'hui, quand ils achètent un véhicule, ils sont aussi rassurés par le fait qu'il y a un endroit pas trop loin de chez eux, justement, sur lequel il pourra y avoir les opérations d'après-vente. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est intéressant d'entretenir tout un maillage de points de relation, de points physiques de relations clients. Effectivement, quand on parle de e-commerce, c'est pour ça que je parlais de e-business tout à l'heure, parce que c'est pas que de la vente. Nous, dans l'étude qu'on a faite, on observe différents niveaux de maturité et de profondeur du e-commerce. Il y a la vente 100% en ligne, alors qui est le cas standard pour Tesla, effectivement, mais bon, qui cible une clientèle un petit peu particulière aussi. Sûr. Et puis bon, c'est pas les mêmes. C'est 500 000 véhicules vendus par an dans le monde. Bien sûr. Et pour les autres constructeurs qui se sont lancés, pour des Stellantis, et très récemment Renault avec Dacia, c'est des volumes pour l'instant tout à fait marginaux. Donc les constructeurs sont plutôt en train de prendre les devants. Le e-commerce, c'est quoi avant ça? Comme le disait Olivier, c'est déjà pouvoir prendre connaissance des différents types de véhicules, être guidé dans l'orientation vers un type de véhicule. Sur un véhicule neuf, pouvoir faire la configuration de ce véhicule. Et puis ensuite, ça envoie un lead vers tel ou tel concessionnaire. L'idée est que s'ils visitent dans la concession, si ça continue d'exister, au moins que ce soit une visite plus productive, plus qualifiée. Donc le parcours e-commerce, il vise à préparer tout ça. Et vraiment dans une approche de ce que les marketeurs appellent omnicanal. C'est-à-dire qu'une transaction commence sur un canal et se finit sur un autre canal. Peut-être un petit mot de conclusion, Olivier Andrieux, pour se projeter un petit peu, ce qui n'existe peut-être pas encore, le côté 100% en ligne, mais typiquement on peut se dire que chez Jaguar Land Rover, sur tel véhicule, je suis habitué, je l'achète régulièrement, je le change tous les 3 ans, tous les 8 ans, je ne sais pas, mais en tout cas je suis fidèle à une marque. Pourquoi pas le faire 100% en ligne si on est à peu près sûr de ce qu'on va retrouver? Parce que ça, c'est le genre de choses qui peuvent être proposées.
ou c'est pas l'idée? Alors, chez Jaguar Land Rover, aujourd'hui, c'est clairement pas l'idée. Ça a été rappelé par Thierry Bolloré lors de la présentation de son plan Reimagine. On souhaite s'adosser à un réseau de concessionnaires. Nos valeurs, c'est le premium. On souhaite même encore faire monter nos marques vers le luxe. Donc il y a besoin d'une notion de service qui, pour moi, est absolument associée parce qu'il y a à cet une aspect, notion d'humain. On parle beaucoup de la vente et on n'aura pas le temps parce que c'est passionnant, mais on pourrait parler, et Christophe Morel l'a un petit peu fait, de l'après-vente. C'est justement tout ce qui se passe après. Et c'est là où avoir la concession... Mais vous savez, même sur les moments de la vente, un test drive, ça s'organise. Oui, c'est vrai. Une livraison, ça s'organise. Oui. Il y a tellement de contenu technologique dans les voitures aujourd'hui Oui. que vous avez besoin de quelqu'un qui va peut-être vous faire une présentation de votre véhicule, mais associée à vos besoins. Ouais. Et tout le monde ne conduit pas partout, de la même façon, au même moment. Et donc, je crois beaucoup encore à cette personnalisation du process. Ouais. Après, c'est séduisant, évidemment, et on doit travailler, continuer d'investir sur des outils qui permettent aux clients qui le souhaitent, qui sont, à mon avis, peu nombreux encore, de faire un achat en ligne, après avoir et à quel est avec son réseau les modalités, parce que ça doit se faire avec le réseau. Mais en tout cas, pour Jaguar Land Rover, ce n'est pas du tout d'actualité. Ouais, puis on souhaite investir, mais pour faciliter la vie du client et driver les leads vers le réseau. Vraiment, et on voit l'intérêt d'être en concession encore plus maintenant quand on est justement face à un choix hybride léger, hybride full, hybride rechargeable. Est-ce que ça correspond vraiment à mes besoins? Forcément, on peut... Et comment on l'utilise ensuite? Et comment on l'utilise ensuite. Donc effectivement, tout seul en ligne, on peut évidemment se renseigner et savoir ce dont on a besoin, mais effectivement, ça fait partie des échanges. Et toute cette électrification des gammes, elle redonne aussi une place aux concessionnaires. On le voit de manière concrète. Et merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de loin à Christophe Morel. À bientôt. Merci. Merci à vous. Et à bientôt sur Mobility TV.